Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui, petit cours en accéléré sur la qualité du cuir et comment la reconnaître. La base, cuir par cuir. Selon le type de cuir recherché, on ne cherche pas du tout les mêmes propriétés et donc pas le même rendu visuel. Donc on va faire une liste des trucs à checker selon les types de cuir les plus répandus. Cuir lisse de veau dit pleine fleur. La fleur, c'est la face extérieure d'une peau. Et donc c'est sur ça qu'on fait du cuir lisse. On veut un grain régulier et une brillance naturelle. Attention cependant, la régularité et la brillance trop parfaites sont suspectes. Et plus souvent signe qu'on a poncé ou enduit la fleur du cuir, qui n'est donc plus une pleine fleur et perd sa capacité à rester belle à mesure que le cuir vieillit. C'est le cuir le plus classique pour la chaussure habillée. Cuir grainé. Le cuir grainé, c'est un cuir lisse de veau qu'on utilise sur les chaussures plus casual. Les critères de qualité sont les mêmes que pour le cuir lisse, c'est juste que comme l'aspect grainé est obtenu avec des presses mécaniques qui gravent le grainage dans la fleur du cuir, il masque plus facilement les défauts, surtout quand il est neuf. Cuir suédé ou velours. Il peut provenir de n'importe quel animal, tout simplement parce que c'est le côté chair de la peau. L'envers du côté fleur. On va gratter ou poncer plus ou moins finement pour obtenir ce fameux suédé. La finesse du ponçage n'est pas forcément le plus grand signe de qualité. On peut aussi avoir de très bons cuirs avec un poil plus grossier. Par contre, ce qui est assez important, c'est que l'aspect soit homogène. Vous voulez pas un truc qui ressemble à quelque chose sur le bras et à autre chose sur le corps. Comme c'est le côté chair et pas le côté fleur, qui peut être griffé ou imparfait, ce sont plus souvent des peaux qui ne correspondent pas aux exigences pour faire du cuir lisse chez une tannerie. Ce qui explique pourquoi le suédé est souvent un peu moins cher. Évidemment, tout est relatif. Une peau pas à la hauteur chez une tannerie très exigeante, ça donne un très beau suédé, et chez une tannerie moins exigeante, ça donne un moins beau suédé. Quant au nubuck, c'est tout simplement le côté fleur du cuir, mais qui a été finement poncé, ce qui donne cet aspect à mi-chemin entre du lisse et du suédé. Donc il demande le même niveau d'exigence qu'un cuir lisse sur l'aspect de la peau, il ne masque pas trop les imperfections. Cuir enduit, ce sont les cuirs qu'on trouve sur les chaussures classiques de mauvaise qualité, trop brillantes, trop parfaites, presque plastifiées d'une pellicule, et plutôt issues de mauvaise peau, donc. Mais ce qu'on oublie quand on dit ça, c'est que c'est aussi le cuir standard qui est employé sur les sneakers. Et oui, un cuir pleine fleur normal, ça ne donne pas des couleurs comme du blanc optique ou un bleu aussi saturé, et surtout pas cet aspect parfaitement lisse et homogène. Est-ce que ça veut dire que les sneakers sont forcément faits dans des mauvais cuirs ? Non, mais en revanche, ce serait un peu con pour le fabricant d'utiliser ses meilleures peaux à la fleur la plus parfaite pour ensuite aller l'enduire complètement juste derrière. Par contre, ça veut dire que comme la peau est complètement transformée par sa finition, c'est assez dur de connaître la qualité réelle du cuir d'une sneakers à l'achat. Et comme la couleur est principalement formée sur la pellicule au-dessus du cuir, vous aurez forcément des décolorations définitives à l'endroit où elle aurait été usée ou grattée. Du coup, en cuir de sneakers, les fabricants doivent toujours chercher le juste équilibre entre un cuir à la surface très enduite, qui va garder sa couleur longtemps, mais qui va faire plus plastique, moins confortable et respirant, moins souple, et moins naturel à la vue comme au toucher. Et à l'extrême opposé, une surface très peu enduite qui garde beaucoup des propriétés naturelles du cuir, mais qui va être beaucoup plus facile à abîmer, qui se griffera plus facilement et plissera plus vite. Et évidemment, si vous partez avec une belle peau de base, c'est plus facile d'avoir un peu des deux. Notez qu'on utilise aussi des cuirs très enduits et brillants, dits bouc bindés, plutôt sur des chaussures classiques pour l'aspect très brillant que ça donne, mais aussi parce que c'est totalement indifférent à l'eau, tellement c'est enduit. À long terme, ça vieillit plus mal, mais ça a son utilité pour un usage ponctuel. Certains chausseurs mettent en avant des sneakers, mais réalisés dans des cuirs de chaussures classiques, donc normalement de meilleure qualité. Mais en fait, pour moi, ils passent souvent à côté du problème. C'est un produit qui n'a pas vraiment le rendu ou l'esprit d'une sneakers, et ça se voit. Enfin, il y a l'agneau, plus souple et plus doux, qui a un grain plus visible, qu'on emploie souvent sur les blousons et les gants. Je vous laisse checker l'épisode des gants où j'en parle plus en détail. Imperfection recherchée ou problème de qualité. Ce qui rend les objets en cuir difficiles à évaluer, c'est aussi que dans certains cas, ce qu'on croit être un signe de qualité n'en est pas un, et dans d'autres cas, ce qui s'apparente à un défaut est en fait une imperfection recherchée. Exemple, si je vous vends un cuir lisse de Koudou pour faire des boots, qui provient de cette antilope africaine fréquemment chassée pour sa viande, il ne faudra pas s'étonner de voir des griffures et plissures puisqu'elles sont normales dans la nature. Alors que sur un veau destiné à de la chaussure habillée classique, c'est plutôt le signe d'une paire cheap. Mais il y a aussi de très belles marques au style dark ou rock qui essayent minutieusement de recréer le vieilli, le brut, l'abîmé, à partir de cuirs eux aussi classiques, en les lavant, les plissant ou les grattant inégalement. De la même manière, faut différencier un cuir qui est spécifiquement choisi pour sa capacité à se patiner, à marquer les plis, à évoluer en nuances,
et un simple cuir pourri qui vieillit mal, dont on espère que le client ne le remarquera pas trop. Typiquement, le Chrome Excel de Sherwin, tannerie américaine favorite des marques de workboots, c'est super joli, riche en nuances, mais ça patine et se plisse à la vitesse de l'éclair et vénère, alors que c'est cher. Faut le savoir avant d'acheter. Encore un autre exemple, ça c'est un blouson Fine Creeks qui a patiné et tout son intérêt c'est que ce cuir de cheval travaillé avec des techniques spécifiques par une tannerie japonaise perd son pigment de façon harmonieuse et assez rapide. Et en fait c'est normal que le novice puisse confondre ces choix-là avec une erreur. Mais bon, l'imperfection recherchée, voulue artisanale, parfois elle a un peu bon dos et elle brouille aussi potentiellement les pistes. Ce qui fait que du coup les débutants veulent souvent éviter ce genre de produit et préfèrent aller vers des produits très lisses parce que plus sécurisants pour comprendre la qualité. Notez quand même qu'il y a deux signes d'imperfection qui sont assez universels, quel que soit le type de cuir. D'abord les veines trop apparentes, qui créent ce genre de relief sur la surface, comme des veines, et les zones qui créent de nombreuses micro-plissures lorsqu'on exerce une pression dessus. Ce sont des zones dites creuses, parce que le cuir est plus creux à cet endroit, c'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment de collagène et de fibres, là où il marque ainsi. Ne confondez pas ça avec les plis d'aisance ou les plis de marche d'une chaussure ou d'un blouson, comme ce que vous voyez là. Ça suit généralement la direction et la tension du corps. Là, on parle de petits plis localisés. C'est normal d'avoir quelques zones creuses et zones veinées par endroit, mais s'il y en a trop, c'est pas terrible. Et plus vous allez en haut de gamme, plus vous êtes censé avoir une découpe exigeante par l'atelier de la marque et essaye de les éviter. La réputation et la clarté des infos. Même lorsqu'on s'estime satisfait à long terme, avec le cuir, on n'est jamais tout à fait sûr que ce qu'on a payé correspond vraiment au coût du cuir utilisé par la marque. C'est pour ça que la communication des marques qui prônent la qualité mentionne souvent la tannerie d'où provient le cuir. Même le connaisseur n'est jamais tout à fait sûr de ce qu'il a en face de lui avant de voir le produit vieillir sur la durée. Et cette réputation, ça facilite le choix. Cela dit, une tannerie, ça ne fait pas non plus tout parce que même les meilleures tanneries sont obligées de produire des cuirs de qualité variable. Déjà parce que par nature, la peau d'un animal, c'est différent d'un spécimen à un autre. Mais aussi, c'est parce que la demande actuelle en cuir de qualité excède largement ce qu'on peut proposer en peau parfaite ou quasi parfaite. Il n'y a pas assez de cuir parfait ou presque parfait pour fournir tout le monde. C'est aussi les façonniers d'une marque qui sont plus ou moins exigeants dans ce qu'ils sélectionnent des peaux qui leur ont donné, quitte à faire de la perte. Voilà pourquoi les fameux grades A, B ou C que donnent les tanneries ne suffisent pas, il faut aussi se fier à la réputation d'une marque, sur son exigence en termes de qualité. Et rappelons qu'aucune marque, même dans le très haut de gamme, n'est à l'abri d'un couac, encore plus sur un article en cuir. L'expérience. Au final, on en revient toujours là, l'expérience et encore l'expérience. Avec mes conseils, vous pourrez sans doute reconnaître des exemples criants de bonne ou de mauvaise qualité. Mais une belle prise de lumière ou un aspect lisse et régulier, c'est impossible à quantifier avec des mots, et même des photos ne suffisent pas. La seule chose qui vous fera une idée réaliste de ce qu'est un bon ou un mauvais cuir, ça reste encore d'en toucher plein, dans toutes les gammes et sur tous les types de produits. Avoir des attentes réalistes. Pour vous donner une idée de ce qu'est la qualité sur un cuir, faut pas s'attendre à avoir un cuir parfait sur une chaussure à 200 € ou un blouson à 500. Ça peut surprendre, mais en fait à ce prix-là, on passe plutôt tout juste le seuil de ce qu'on appelle une bonne ou correcte qualité sur du cuir. Et pour continuer les ordres de grandeur, je suis même pas sûr qu'à 1000 € chez un chausseur, vous puissiez exiger la perfection absolue et immaculée sur un cuir. Mais on devrait quand même pas mal s'en rapprocher à ce prix. C'est primordial d'être informé sur la qualité, mais ne tombons pas non plus dans la névrose qui exige la perfection à tous les prix. Allez, si ça vous a plu, tannez-moi le cuir de ce bouton like en bleu, abonnez-vous et puis à la prochaine.